Vos amis trouvent que vous vous prenez trop la tête avec des questions existentielles ? Ils exagèrent. Tout le monde s'interroge sur le sens de ses actes, de son job et plus largement de sa vie. Moi, par exemple, je me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire accroître ses possibilités. Est-ce que c'est se dépasser, sortir du cadre imposé, prendre des risques, contourner le système, casser les codes ? Bon, je vous cache pas que c'est souvent difficile de trouver des réponses. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment élargir son horizon, accroître son champ des possibles ? Eh bien oui, quelqu'un sait. Arkea, la banque coopérative et collaborative qui sponsorise cette saison 2 et surtout qui aide les jeunes à construire leur avenir et le monde de demain. En bref, Arkea propose des services bancaires pour avoir un impact positif sur la société. C'est simple et ça aussi ça compte. Social Calling, Souad Boutegrabé, épisode 16. Pour elle, s'engager, c'est casser les codes, c'est assumer ses envies envers et contre tous. Vous allez écouter une histoire de matriarcat, de lettres de rupture et de sexisme ordinaire, une histoire de social calling. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas ce qu'elles rêvaient de faire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées de ne pas exploiter tout leur potentiel. C'est à Belleville que je retrouve Souad, c'est là qu'elle habite et c'est là qu'elle a fondé et installé en 2017 les Décodeuses, la première école de code gratuite pour les femmes dans les quartiers. Je sais que Souad est née femme en 1982 sur le sol de la République française. Ses parents sont algériens, musulmans et ont quitté leur pays pour rejoindre la France sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est sa mère qui l'a élevée au milieu de ses 4 sœurs, à Orly dans le 77. C'était très important pour elle qu'on ait vraiment toutes les ressources nécessaires pour notre éducation. Et aussi, elle nous répétait une phrase très souvent. « Mes filles, ne vous mettez jamais à genoux pour personne ». Souad a donc été façonnée par une éducation matriarcale qui lui a très tôt permis de slalomer dans les labyrinthes du genre. Ado, elle a 2 passions, le foot qu'elle pratique dans une équipe de mecs et le code qu'elle apprend toute seule la nuit dans l'unique chambre de l'appartement familial. En secret, Souad rêve d'être ingénieure, mais elle va pourtant rater le coche. Parce qu'elle vient d'un milieu modeste, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle ne se sent pas les épaules pour affronter un milieu masculin où règne la misogynie. À l'aube de sa vingtaine, Souad est donc finalement rattrapée par son genre et sa condition, jusqu'à ce jour de 2012 où tout a basculé. Je commençais à vouloir faire d'autres choses, mais je ne savais pas comment sortir de cette situation. Et il y avait donc ce personnage, ce DRH, qui paraissait inaccessible. Et un jour, j'ai commencé à écrire. Je me souviens très bien de ce que j'ai écrit. J'y ai beaucoup repensé, justement. C'était toute la reconnaissance que j'avais pour cette boîte qui m'avait formée, qui avait déjà accepté de me donner ma première chance, de m'avoir accompagnée en fait aussi à évoluer, mais qui m'écoutait pas sur mes souhaits, mes envies. J'ai beaucoup accentué sur tout ce que j'avais envie de faire, mes projets, ma passion pour l'informatique, mes envies aussi d'entreprendre. Je savais pas du tout quoi faire, mais c'est exactement tout ça que j'ai expliqué dans ce courrier. Et en fait, quelques jours après, ça a été la grande surprise, le DRH qui m'appelle en commençant par « Je suis super touchée par le courrier que vous m'envoyez ». C'est la première fois que je reçois un courrier avec une histoire. Et donc, si j'ai bien compris, mon histoire, elle lui a plu. Et je me souviens que pendant quelques années, je voulais faire une formation, je voulais valider mes compétences. Plusieurs années, ça m'était refusé. Et là, il me proposait une formation. Mais moi, ça y est, j'avais déjà envie de partir, de voyager, d'entreprendre autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté ce CDI dans la banque, alors que c'était pas du tout ce que tu voulais faire à l'origine, puisque tu voulais être ingénieur ? Pour moi, à l'époque, le CDI, c'était la liberté. Et en parallèle, moi, je viens d'une famille où ma mère nous a élevés seuls. Et c'est vraiment bien tombé que j'ai pu avoir ce CDI parce que ça nous a permis d'acheter la première maison de ma mère. Et c'était vraiment son rêve. Donc, évidemment, j'ai participé donc à l'achat de cette maison qui était
vraiment son plus grand souhait à l'époque. Donc je suis restée par devoir. J'ai vraiment pas choisi cette voie. En revanche, j'ai appris à l'aimer, mais je l'ai fait vraiment surtout pour ma mère. T'as réussi à trouver ta place dans cette banque ? Le premier jour de mon arrivée à la banque, je m'en souviendrai toujours parce que ça m'a vraiment choquée, c'est la directrice de l'agence qui me dit « Je n'ai jamais demandé à avoir une femme dans mon équipe ». Et ça m'a vraiment marquée. Enfin, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Et en même temps, dans les recrutements, je me souviens qu'on était une 40aine d'élèves en alternance à vouloir travailler dans cette banque. Et au cours des recrutements, moi, j'étais prise nulle part. Et c'est à la suite d'un désistement que j'ai pris la place de quelqu'un qui ne voulait pas aller travailler dans une agence au cœur d'un quartier. Donc, en fait, on m'a envoyée dans un quartier. C'est comme ça que j'ai pu travailler dans une banque. Donc ça, c'était le début. Donc ça avait quand même mal commencé. Et après, j'ai rencontré des gens qui étaient super bienveillants, mais j'ai aussi découvert un monde qui était très masculin. Plus on montait, plus on rencontrait des hommes. Moins on rencontrait des femmes. Et aussi, plus on montait, moins la diversité était représentée. Donc c'était très compliqué de faire sa place. J'ai eu beaucoup de mal à m'entendre avec un personnel qui était très souvent dans la représentation sociale du banquier qu'il faut représenter, c'est-à-dire celui qui est quand même très austère, qui décide de qui il finance pas, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et donc j'étais quand même très souvent tiraillée entre l'envie d'aider une clientèle et toutes ces limites qu'on nous imposait à cause de critères qui parfois n'étaient pas justifiés. Est-ce que tu arrivais à être toi-même ? Je pense qu'on ne me laissait pas être moi-même. Déjà parce que ce sont des petites situations qui se cumulent, mais qui, au final, nous rappellent bien qu'on ne peut pas être à notre place. Par exemple, il arrivait à tous les pots de départ la question « Est-ce que vous buvez de l'alcool ?» On me la posait souvent, cette question, et quand je répondais non, « Ah, mais c'est parce que vous êtes d'une confession. » Et en fait, voilà, ça partait tout de suite en « Ah, la religion, etc. » Et c'était compliqué parce que dans la banque, on ne pouvait pas parler religion ni politique, mais à côté, avec les collaborateurs, dès qu'on montrait un peu qui on était exclus. Donc, si tu bois pas, tu peux pas t'amuser, tu peux pas te détendre, et donc tu peux pas rester avec nous. Alors que c'était complètement incohérent parce que à côté de ça, je participais aux cadeaux, je participais aux petits mots sur la lettre, je participais aux félicitations pour les gens qui avaient des promotions. Enfin, donc c'était pas évident d'avoir sa place en tant que femme, en tant que venant de quartier. Et aussi, il supposait que j'étais de confession musulmane. Donc tout ça mélangé, c'était un peu excluant. Alors en 2015, avec le chèque en poche que j'ai de la rupture conventionnelle, je pars aux États-Unis parce que c'est vraiment le pays dans lequel déjà que je veux découvrir, parce que depuis l'enfance, je baigne dans cette culture urbaine hip-hop de quartier qui nous fait vraiment rêver. Donc je me retrouve là-bas. Et je vais pas dans n'importe quel quartier, parce que la culture urbaine, elle est très présente dans les quartiers d'Harlem, Brooklyn, etc. Et donc je vais à Harlem, et là je rencontre une femme noire qui considère qu'il n'y a pas assez de jeunes filles noires et de femmes noires dans la communauté, qui devient ingénieure, et donc ça l'inquiète. Et pour ça, elle se dit puisqu'il y a un système de bourse qui est un peu inégalitaire dans leur pays, du coup, en fait, elle décide de mettre en place elle-même ses cours de code. Et vraiment, en plus, elle y va avec ses moyens. C'est-à-dire qu'elle prend des PC, elle prend des clés Wi-Fi, elle s'installe dans les quartiers, et en fait, ils codent toute la journée avec les jeunes filles, quoi. Alors, c'était en 2015. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus gros et c'est dans plusieurs États des États-Unis. Mais c'est pas le seul pays, en fait, dans lequel il se passe ce genre de choses. Enfin, moi, juste après les États-Unis, j'ai commencé à aller un peu au Canada, et puis j'ai bifurqué en Amérique latine. J'ai fait Chili, Mexique. Et en fait, au Chili, c'est incroyable. Les femmes, elles s'organisent en petites communautés et elles apprennent
Elle s'outille, elle se forme à des métiers du numérique par elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ingénieur qui vient faire tel ou tel cours. C'est vraiment, elles découvrent ensemble tel ou tel métier et elles se forment en autodidacte, ensemble. Et c'est impressionnant parce que, on est au Chili. Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment beaucoup moins organisé que ça. Et en fait, je suis super étonnée. C'est hyper bien organisé. Les femmes s'entraident, elles déploient ça dans d'autres villages. Enfin, vraiment, elles s'organisent super bien. Quand tu rentres en France, est-ce que tu envisages de retourner dans la banque ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? J'ai surtout pas envie de revenir dans la banque. Je vois que c'est tout à fait possible de créer une structure, de créer quelque chose. Je découvre une communauté qui s'appelle ADA. Et ça s'appelle ADA parce que la première programmatrice, c'était une femme qui s'appelait Ada. Chose que moi-même, je ne savais même pas. Quand je rencontre le collectif de l'ADA Week, je m'aperçois que je ne suis pas la seule à être bonne en informatique et pourtant à ne pas occuper un poste en informatique. Il n'y a vraiment pas assez de femmes comme nous, c'est-à-dire soit autodidactes, soit formées mais pas exploitées à la juste valeur, pas représentées suffisamment dans ces métiers. Je vais vraiment m'orienter davantage dans cette direction-là. Tu sens que tu es en mission ? J'ai l'impression que c'est mon rôle en tant que femme, en tant que codeuse, venant de quartier, en tant que double nationalité. J'ai vraiment l'impression que je peux attirer plus de femmes qui me ressemblent vers ces métiers-là. Et en même temps, en France, on a cruellement besoin de ces profils-là. Donc oui, j'ai l'impression d'être en mission et de me dire, je vais créer ce pont entre ces publics et ces entreprises qui ne se rencontrent jamais. Alors comment tu as créé ce pont ? En fait, en janvier 2018, on a créé une association qu'on a appelée Décodeuse, parce que Décodeuse, c'est D au pluriel, codeuse féminin pluriel, parce que quand tu tapes sur Google, développeuse ou codeuse, on te le transforme en codeur ou développeur. C'est comme si le métier n'existait pas au féminin. Et donc, on a voulu, en l'appelant Décodeuse, on a voulu vraiment rappeler que ce métier, il était aussi féminin et pluriel. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on l'a appelé Décodeuse. Et après, au démarrage, on faisait beaucoup d'ateliers d'initiation et beaucoup de femmes nous ont dit « C'est dommage que vous ne fassiez pas plus parce que quand on se retrouve en formation, il y a majoritairement des hommes. Et on ne se sent pas très bien. On ne se sent pas vraiment à notre place. » Et c'est là qu'on s'est dit, peut-être qu'on pourrait créer nous-mêmes nos formations où on attirerait majoritairement des femmes. Et c'est comme ça aussi qu'on a convaincu les partenaires, c'est qu'on est allé leur dire que quand on crée des formations mixtes, les femmes, elles sont que 8% à se former. Et quand on crée des formations de femmes, elles sont 100% à se former. On les prépare à travailler dans la mixité. Et pour travailler dans la mixité, ça veut dire travailler avec des hommes qui sont dans un environnement masculin. Donc, on a tout un volet sur le leadership et on travaille beaucoup sur l'empowerment et l'apprentissage collectif. On leur donne beaucoup d'ateliers sur la confiance en soi, la prise de parole en public, défendre ses projets. Vraiment, on insiste beaucoup sur cette posture de leader qu'elles n'ont pas, mais qu'elles obtiennent à l'issue de ces 7 mois d'accompagnement. Pourquoi c'est important pour toi d'insister sur cette position de leader ? Moi, quand j'étais à leur place, à vouloir me former, à vouloir participer à ce milieu-là, déjà, ça m'a été refusé. À l'époque, la conseillère d'orientation, elle m'a pas du tout orientée là où je voulais aller. Et j'ai beaucoup souffert de ne pas faire ce que je voulais faire. Et je pense qu'avec un peu d'aide, un petit coup de pouce, je pense qu'il y a plein d'autres femmes qui peuvent prendre cette position et rétablir l'équilibre dans le milieu de la tech. Donc, tu es un peu devenue la conseillère d'orientation 2.0. Moi, j'ai l'impression que j'aurais bien fait mon travail si y a plus de femmes qui s'orientent vers ces métiers. Il y a encore beaucoup à faire et donc je suis super frustrée parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Chaque fois que je rencontre des entreprises qui ont besoin de développeurs et de développeuses, ils ne savent pas comment attirer les femmes. Il faut vraiment qu'on ait plus de moyens pour former plus de femmes.
Donc toi, tu as été confrontée au sexisme ordinaire dans la banque, tu as été confrontée au sexisme ordinaire dans la tech. Pourtant, tu as l'air d'être assez solide quand on te voit. Comment est-ce que tu as appris à ne pas te laisser faire ? Je crois qu'on doit toute cette confiance en nous avec mes sœurs, on la doit à notre maman. Parce que c'est une femme qui nous a élevés seuls, qui avait 2 jobs. C'est elle qui nous a connectés à Internet parce que c'est elle qui a travaillé dur pour avoir un PC à la maison. C'était très important pour elle qu'on ait vraiment toutes les ressources nécessaires pour notre éducation. Et aussi, elle nous répétait une phrase très souvent. « Mes filles, ne vous mettez jamais à genoux pour personne. » Forcément, en grandissant avec cette phrase, d'emblée, on se comporte d'égal à égal avec tout le monde. On s'infériorise pas et on se laisse pas inférioriser. Merci d'avoir suivi ce 16e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Marguerite Stern, la militante derrière la campagne Choc qui dénonce les féminicides. Et si vous avez autour de vous des personnes qui ont vécu un social calling, n'hésitez pas à m'écrire à callingsocial@gmail.com. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et surtout, vous n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles. À très vite.